Le Niger au cœur de l'attention depuis plusieurs semaines. L'ultimatum de la CEDEAO a expiré. Un sommet des chefs d'État de la conférence des États de la CEDEAO s'est donc tenu à Abuja le 10 août dernier afin de décider du sort de ce pays, et c'est finalement l'option militaire qui est toujours maintenue, bien que l'option diplomatique soit toujours prônée. Nous allons donc débattre de l'actualité au Niger avec nos deux invités qui ont bien voulu répondre présents à notre invitation. À ma droite, je vais vous présenter Aziz Wandaogo. Il est docteur en droit international public, enseignant-chercheur à l'université de Ouaïbia. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. On dit également bonsoir à Ambasda Paul Sandouidi. Il est ancien maire de la commune de Tansop-Tenga, dans le Kouri-Tenga. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, madame. Alors, le décor, il est campé, très chers téléspectateurs. L'option militaire prônée au Niger. La première question, elle vous revient, Monsieur Sandouidi. Pour vous, qu'est-ce que cela représente que la CEDEAO décide de maintenir cette option et intervenir au Niger? Merci bien. De mon point de vue, je pense que cette option participe du raffermissement, je crois, du processus diplomatique. Parce que lorsque vous êtes en face d'acteurs qui, depuis la survenue de la situation, ne montrent aucun signe de collaboration, je dis bien collaboration, il est clair que ça ne laisse pas le choix à la CEDEAO de poursuivre avec l'option militaire. Cela dit, ce serait quand même bien que pour nos auditeurs, pour nos activistes, qu'on précise, je ne suis pas là pour défendre les points de vue de la CEDEAO, mais il est évident que l'option d'intervenir, le cas échéant, n'est pas une guerre contre le peuple nigérien, comme certaines sources ou certaines officines tentent de le faire savoir. Ce n'est pas du tout le cas, de mon point de vue, et selon ce qui nous est donné de voir, au regard de tout ce qui a pu se passer aussi bien dans les pays de la CEDEAO de par le passé, la CEDEAO n'est jamais partie en guerre contre une population donnée. Ce sont des faits, ce sont des situations préalablement, en tout cas convenues dans son mode de fonctionnement, qui l'amène à intervenir. Mais on veut nous faire croire que si la CEDEAO y va, c'est pour aller mater le peuple nigérien, on est soutien. Non, c'est une situation qui a été créée par des putschistes, des gens qui n'ont que faire de la légalité, de la constitution que eux-mêmes nigériens ont élaborée et auxquels ils devraient se soumettre, y compris les militaires. Mais maintenant que le problème est survenu et que les gens ne montrent aucune position de souplesse ou de collaboration, moi je pense que la CEDEAO est dans son bon droit, c'est d'ailleurs son rôle. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de faire en sorte à ce qu'effectivement l'approche conjuguée de l'hypothèse de la force aide la diplomatie à pouvoir déverrouiller cette situation. Parce qu'autrement dit, en tout cas, on court le risque d'un embrasement, à moins qu'en Afrique, dans la sous-région, on convienne que le mode de dévolution du pouvoir passe par la Kalachnikov désormais. Dans ce cas, tout le monde est quitte. Et si c'est le nouvel ordre, j'espère que la CEDEAO va aussi réviser son mode opératoire. Alors, à bien entendre, comprendre votre analyse, la CEDEAO n'avait pas d'autres options, vu qu'elle avait lancé un ultimatum qui a expiré. Elle était donc dans cette logique de poursuivre avec l'option militaire. Tout à fait, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a jamais de situation où l'organisation sous-régionale est allée frontalement avec des options militaires. Ça ne sert pas. Quand c'est arrivé, c'est sûr que ça surprit tout le monde. C'est la nature des coups d'État. Si ça ne surprend pas, ça ne marche pas. Au moins, des missions, des tentatives ont été... Et je crois que jusqu'à très récemment, les gars se sont catégoriquement refusés à tout pour parler. À recevoir même les émissaires. C'est un défi. C'est un défi. Le problème dans ces conditions-là, c'est que même dans la vie courante, moi j'ai rarement vu des individus qui se sont imposés à une communauté. Ce n'est pas possible. Parce que dans le cas d'espèce, le Niger est un individu parmi cette communauté de la CEDEAO. Donc au moins, même s'ils étaient dans la légalité, le minimum, comme disent les Mossi là, c'est de les recevoir, faire valoir ses points de vue
Peut-être que ça allait aider même à diminuer certaines choses. Malheureusement, ils se sont entêtés. Mais il faut rappeler qu'au début de la crise, des émissaires ont été reçus. C'est à la suite de la fin de l'ultimatum que la seconde délégation a été refusée. Mais madame, le problème reste le même. Lorsque vous êtes dans une dynamique de crise, mais ce à quoi on doit s'éloigner, ce dont on doit s'éloigner le plus possible, c'est la fracture, c'est le mur. On n'a pas besoin d'un mur entre le Niger et puis la CEDEAO aujourd'hui. Quelle que soit l'issue, quelles que soient les interprétations ou les intentions qu'on prête à l'un ou à l'autre, il faut bien dialoguer pour qu'on puisse le résoudre. Ce n'est pas seulement la crise qui est de la CEDEAO qui est présentée sur la table qui se passe ainsi. Toutes les crises du monde, qu'elles soient pires ou moindres que celle du putsch du Niger, même si vous commencez par les armes, vous allez terminer par la négociation. Mais si vous ne voulez pas entendre raison, vous ne pouvez quand même pas enlever à la CEDEAO son droit, en tout cas, de regarder, parce que ça fait partie de son champ d'action. Azizou Andaogo, est-ce que la décision de maintenir l'option militaire est regrettable de votre point de vue? Merci Madame Biasso pour votre invitation sur votre plateau. Avant tout propos, permettez-moi de dire que l'usage ou l'utilisation de la force armée dans la société internationale n'est jamais une chose à prendre à la légère. Cela dit, je trouve que les autorités de la CEDEAO ont vite fait de brandir l'option militaire dans le cas du coup d'État survenu au Niger voisin. Et cela a participé justement à braquer aussi les autorités. Bon, j'entends par là les militaires qui sont arrivés au pouvoir. On n'a pas vu par exemple j'ai envie de dire le zèle, ou disons le même empressement pour brandir l'option militaire dans les coups d'État survenus dans d'autres États de la région ouest africaine, comme la Guinée, comme le Mali, comme le Burkina Faso. Mais on a vu également que la présidence de la CEDEAO a changé, et les discours également. Exactement. Le nouveau président nigérian, qui, juste après son investiture, a tenu des propos laissant entendre qu'il ne permettrait plus justement qu'un coup d'État survienne dans la sous-région, s'est senti tenu par ses propos. Et on a comme l'impression que le coup d'État qui survient au Niger se présente comme un défi à ce président. On se demande s'il n'en fait pas une affaire personnelle, parce que visiblement, une bonne partie de la population nigériane, les notables du nord du Nigeria, sont contre cette intervention. Et vous savez que le Niger et le Nigeria sont deux États voisins, et des populations cohabitent. Le nord du Nigeria a beaucoup de populations qui se retrouvent du côté du Niger. Et on a vu l'émir de l'État du Nigeria, l'État Kano au Nigeria, qui a fait le déplacement au Niger. Et toutes ces personnes-là, toutes ces notabilités sont contre l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Pour ma part, je pense que la CEDEAO aurait dû d'abord essayer de passer par la médiation. La médiation en envoyant bien sûr des émissaires. Cela a été fait, on a vu que cela a été fait. Ça a été fait. Le président béninois s'y est rendu, le président tchadien également. C'est vrai que ça a été fait, mais au préalable, l'option militaire était déjà sur la table dès les premiers moments du coup d'État. Mais on était aux menaces d'abord. Justement, nous sommes tous, quand je parle de nous, je parle de tous les États de la CEDEAO, sont tous membres des Nations Unies. Or, l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, interdit le recours à la force armée dans les relations entre États. Cette interdiction ne concerne pas uniquement l'usage de la force armée, elle concerne même la menace de l'usage de la force armée. La CEDEAO a menacé d'intervenir militairement dès les premières heures du coup d'État au Niger. Et ces autorités, les nouvelles autorités nigériennes se sont également braquées et le dialogue, justement, n'a pas pu se poursuivre comme cela aurait dû se faire. Pour ma part, je pense que l'option militaire devrait toujours rester la dernière solution parce que la guerre n'est jamais une chose aisée et une chose simple dans la vie des nations.
On voit que vous voulez réagir, allez-y. Oui, voyez-vous ce qui est gênant dans l'opinion, j'allais dire, qu'on peut dire dominante, en tout cas sur les réseaux sociaux, les vieux comme les jeunes, tout le monde s'emploie à condamner la CEDEAO. Comme si ils l'ont qualifié d'agression. Mais cette CEDEAO qui le fait pour le compte des peuples africains. Parce que moi, je ne vois pas, citez-moi un seul pays au monde où les militaires, tous les 4 matins, prennent leurs responsabilités, pas d'aller conquérir nos territoires perdus ou envahis, prennent leurs responsabilités en braquant les présidents pour s'emparer du pouvoir. Citez-moi un seul État sur la carte du monde qui a ces pratiques telles que l'avalanche du coup d'État que nous observons dans la sous-région aujourd'hui qui s'est développée. Non, il faut quand même qu'on ait le courage, même les évêques qui sont intervenus. Naturellement, c'est dans leur rôle d'apaiser. Je dis d'accord, mais ils n'ont même pas eu un seul mot pour condamner ce qui a consisté à aller braquer un régime constitutionnel, mettre à plat toutes les institutions pour rien. En tout cas, à présent, à moins que ce ne soit un secret de Dieu, jusqu'à présent, personne ne peut vous dire, dans tous les cas, c'est comme... Les raisons ont été avancées, M. Sanduidi. Les raisons pour justifier le coup d'État. Fondées ou pas, ça c'est un autre débat, mais les raisons ont été données. De toute façon, il n'y a aucun coup d'État pour lequel on ne trouvera pas de raison. Comme le docteur le disait, je souscris en tout cas à son idée, la CEDEAO aussi a prêté le flanc à un moment donné. Mais ça peut s'expliquer. Pas dans une logique de la défendre, mais la Guinée et même le Mali, à un moment donné, le Mali avec les 2 coups d'État répétitifs de l'autre. Mais rappelez-vous que ce sont les opinions africaines qui sont allées, comment on appelle ça, vent debout contre la CEDEAO, parce que les sanctions prononcées allaient plutôt à l'encontre des civils plutôt que des gouvernants. De telle sorte que, même au Burkina, ici, des gens ont failli organiser des francs contre le président Kaboré, parce que la première génération de sanctions qui ont été dirigées contre le Mali, les gens ont estimé que c'est la population qu'on voulait mater. Mais la CEDEAO aussi est à l'écoute de sa population. Ça fait qu'ils ont dû lever le pied. Sinon, là où ils ont failli, c'est au niveau du cas malien. Si le Mali avait été géré en exemple... Un cas d'exemple. Un cas d'exemple. Si les colonels ou les généraux là-bas n'avaient pas prospéré, le cas guinéen n'allait pas survenir. Mais on a levé le pied sur le cas malien, le Guinée est venu, le Burkina a suivi. Plus ou moins, on a toujours trouvé des raisons, des arguments ou des arguties pour justifier ces putschs. Mais pour le Niger, tout le monde est d'accord que c'est un coup de tête, ce n'est pas un coup d'État. Mais lorsque c'est comme ça, vous voulez qu'on aille où avec ça? Les intellectuels, je n'ai pas vu, j'ai rarement vu des gens qui ont pris position pour dire ah non, à ce rythme-là, avec la saison, le printemps des coups d'État, nous n'aboutirons à rien. Alors, je ne suis pas là pour justifier la CEDEAO, mais pour le cas guinéen, est-ce qu'elle n'aurait pas dû intervenir justement avant le coup d'État? Parce qu'on était dans une dynamique de tripatouiller la Constitution pour un 3e mandat. On accuse justement la CEDEAO de fermer les yeux lorsque ces entorses à la démocratie s'opèrent, mais d'être ferme lorsque on est face aux faits accomplis qui est les putschs. Oui, là-dessus, je crois que je ne vais pas renseigner, docteur, sur ce plan précis, mais il faut quand même qu'on fasse un peu attention. Lorsque un président change une constitution pour se représenter, ou du moins modifie une constitution pour se représenter, ce n'est pas du tout à apprécier. Peut-être en off ou dans les coulisses, ils peuvent le faire. Mais la CEDEAO ne peut pas intervenir et empêcher un président, du moment que ses dispositions juridiques et tout ce qui s'ensuit le lui permettent. Moralement, moi je trouve que ce n'est pas bien. Politiquement, c'est des dangers. Mais lorsqu'il en est ainsi, vous convenez avec moi que ce serait, comment on appelle ça, s'immiscer dans les affaires internes des États, ce qui pose problème. Par contre, lorsqu'il s'agit de cas avérés, de remise, comment on appelle ça, en cause... Remise en cause de la gestion du pouvoir. Non, voilà, remise en cause de régimes démocratiquement élus. Non, les militaires ne remplacent pas le peuple nigérien. Il appartient au peuple nigérien qui a élu, quel que soit ses torts. Je pense quand même qu'il y a des mécanismes pour traiter de ces questions-là. Ils n'appartiennent pas aux militaires. C'est parce qu'on leur a reconnu ça. Si vous faites un tour dans les statistiques, on vous dira qu'en Afrique, de 2050 jusqu'à maintenant,
il s'est passé au moins 214 coups d'État. Dans ces 214 coups d'État-là. De 2005, vous voulez dire? Non, 1950 à 2019. C'est une étude d'un institut américain qui l'a fait. D'accord. Mais naturellement, aujourd'hui, les gens se plaignent qu'on est instable, on est dominé. On ne peut pas nous dominer. Si la première matière d'un développement, c'est la stabilité. Ça, quel que soit Alpha. Alors, Aziz Ouandaogo, vous êtes homme de droit. Tantôt, vous avez évoqué les cadres juridiques qui entourent l'action de la CEDEAO. Est-ce qu'on peut considérer que cette intervention militaire qui est en cours, en préparation, elle est illégale au vu des textes? Merci, Madame Diasso. Pour apprécier la légalité de la décision de la CEDEAO d'intervenir militairement à la CEDEAO, je vais premièrement me placer dans le droit CEDEAO. Le droit CEDEAO autorise effectivement, depuis, on va dire, l'adoption d'un certain nombre de textes, en 1999, la CEDEAO a adopté le protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. L'article 25 de ce protocole-là autorise justement le déploiement d'une force civile ou militaire au sein des États membres en cas de violation grave des droits de l'homme ou pour rétablir l'état de droit ou un gouvernement démocratiquement élu qui aurait été renversé, ou toute tentative même de renversement justement de tout gouvernement démocratiquement élu. Donc c'est ce protocole adopté en 1999 dont tous les États membres de la CEDEAO sont signataires, y compris le Niger, le Burkina et tous les États dans lesquels les coups d'État ont eu lieu. Ce protocole a été renforcé en 2001 avec un protocole additionnel à celui-là, celui que je viens d'évoquer, sur la démocratie et la bonne gouvernance. L'article 1er de ce protocole interdit justement toute accession, au pouvoir par le moyen du coup d'État. C'est clair. Donc, suivant le droit CEDEAO, effectivement, tout putsch est illégal. Le renversement de tout gouvernement démocratiquement élu est illégal. Et l'article 25 du protocole de 99 que je viens d'évoquer autorise justement le déploiement de forces militaires pour rétablir l'ordre constitutionnel. Donc, sur cette base, on peut affirmer que suivant le droit CEDEAO, l'intervention, en tout cas annoncée de la CEDEAO, est légale. Sur cette base. Voilà. Cela dit, la CEDEAO ne vit pas en vase clos, puisque la CEDEAO est une organisation sous-régionale. Et les actions de la CEDEAO doivent justement être, entre guillemets, validées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que tous les États membres de la CEDEAO sont également membres des Nations Unies et suivant la charte des Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui seul est habilité, sur le fondement du chapitre 7 de la charte des Nations Unies, à autoriser tout recours à la force armée contre un État. La charte des Nations Unies autorise justement les organisations régionales et sous-régionales d'intégration comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, à gérer dans leur domaine de compétences territoriales des affaires qui concernent le maintien de la paix. Mais en ce qui concerne l'usage de la force ne peut être décidé que si le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son aval. Ce qui n'est pas pour le moment le cas. Exactement. Donc ce qui n'est pas le cas pour le moment. Il est vrai, il faut le rappeler, que la CEDEAO a développé une certaine pratique d'intervention dans ses États membres, soit pour réprimer des violations graves des droits de l'homme, comme au Libéria en 1990, en Sierra Leone
en 1997. Ces 2 interventions, par exemple, ont été faites sans l'aval, sans autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut dire que la CEDEAO s'est juste contentée d'informer le Conseil de sécurité des actions qu'elle entreprenait pour rétablir l'ordre constitutionnel ou la paix dans ses États membres. Et il s'est donc installé dans l'esprit, en tout cas de la CEDEAO, si vous voulez, une certaine autonomie dans l'usage de la force armée sans requérir l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est sur la base de ces pratiques-là, de ces actions, que la CEDEAO pense pouvoir intervenir dans ses États membres pour rétablir l'ordre constitutionnel sans forcément avoir l'aval ou l'autorisation par le moyen d'une résolution votée sur le fondement du chapitre 7 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc je termine à ce niveau en disant que, donc si on veut être puriste, je vais dire, c'est-à-dire que si on reste attaché à la légalité internationale, la CEDEAO ne peut pas décider d'une intervention armée dans un État membre sans requérir d'abord l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est le titulaire principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale suivant la Charte des Nations Unies. Et l'article 103 de la Charte des Nations Unies dit clairement que les États membres devront faire prévaloir les obligations qui découlent de la Charte des Nations Unies si des obligations qui tiennent d'autres organisations régionales ou sous-régionales entrent en contradiction avec les obligations qui découle de la charte. Alors, si toutefois intervention il y a, est-ce que le peuple nigérien, l'État nigérien, autant pour moi, peut, de manière légale, contester cette... Il faut, à ce niveau, distinguer, parce que aujourd'hui, aux yeux d'une bonne partie de la communauté internationale, les autorités en place ne sont pas les autorités légitimes du Niger. Et la CEDEAO, parmi également les arguments qu'elle avance pour justifier son intervention, elle soutient qu'elle intervient aussi à la demande du président Bazoum, qu'elle reconnaît toujours comme étant le président légitime du Niger, et elle justifie son intervention parce que, oui, j'ai oublié de préciser que le droit international autorise le recours à la force armée si un gouvernement légitime fait appel à un autre État d'intervenir sur son sol. Dans ce cas, l'interdiction du recours à la force armée ne constitue pas, l'usage de la force armée ne constitue pas une violation du droit international. Donc, la CEDEAO se prévaut du fait qu'elle reconnaît toujours le président Bazoum comme étant le président légitime pour justifier son intervention. Mais nous voyons que le président Bazoum n'a plus la réalité du pouvoir. Et on peut aussi questionner aujourd'hui la légitimité du président Bazoum. Je dis ça pourquoi? Parce que les peuples, ce n'est pas la première fois que des coups d'État surviennent dans les États. Nous avons vu par exemple au Burkina Faso, le peuple se dressait vent debout contre des coups d'État qu'il estimait ne pas aller dans le sens de ses intérêts. En 2015, personne n'a dit au peuple burkinabé de sortir combattre le coup d'État qu'on a qualifié de plus bête au monde, de 2015 du général Gilbert Diendéré. Le peuple est sorti spontanément parce que il voyait que ce coup d'État n'allait pas dans le sens de ses intérêts. Or, on a vu quelques manifestants. Est-ce qu'on manipule pas souvent aussi cette appellation, le peuple? Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a d'autres également qui sont contre, mais qui ne le disent pas. Tout à fait. Bien sûr que je sais que ce n'est pas la totalité, le peuple dans son entièreté. Voilà. Mais on est en démocratie, et en démocratie, souffrant que ce soit la majorité qui dit sa volonté à la minorité. Alors, M. Sandoui, vous avez... Pour ma part, je regrette d'entendre un juriste comme mon vis-à-vis qui se pose des questions sur la légitimité du président Bazoum. Non. Il aurait été un activiste ou un pro ceci ou cela que ça ne me gênerait pas. Mais un praticien du droit et du droit international de surcroît qui s'interroge, ça pose problème. Et il n'est pas seul. En fait, il est naturellement le produit de son contexte également. Parce que lorsque vous écoutez, lorsque vous regardez,
Non. Pratiquement, Bazoum, tout son tort, c'est d'être un président qui coopère avec la France. En tout cas, tous les griefs, toutes les condamnations, toutes les récriminations qui reviennent le plus souvent, non, c'est le vendu, c'est le valier local. Voilà, le valier local qui a été, et donc on est quitte. Non, le droit ne fonctionne pas comme ça. C'est eux qui nous l'apprennent. Ils ne peuvent pas venir sur cette table, remettre en cause sa légitimité pour s'être fait braquer par sa garde rapprochée. Moralement, ce n'est pas soutenable. Légalement, ce n'est pas possible. Donc, on pourrait aller sur la question de la popularité, peut-être. Je vais rebondir sur l'intervention. Vous avez si bien dit, vous l'avez très bien dit. Je m'interroge, pas sur la légalité, j'ai bien dit la légitimité. Ne confondons pas légalité et légitimité. Sur le plan légal, effectivement, le président Bazoum a été élu. Il est le président du Niger, sur le plan légal. Mais je me suis interrogé sur sa légitimité. Et vous avez si bien fait de dire qu'on accuse, pas à tort, parce que voilà, lui-même, il ne s'en cache pas. Voilà. Le tort du président Bazoum, c'est de s'être montré proche de la France, vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, le président, je pense que le président Bazoum aurait dû quand même tenir compte de cette sensibilité-là de la jeunesse africaine aujourd'hui, à se départir justement de cette coopération, ou disons de ces relations paternalistes que les États africains ont entretenues avec l'ancienne puissance coloniale. Donc c'est cela, effectivement, que la jeunesse africaine, voilà, n'a pas compris, la jeunesse nigérienne n'a pas compris comment le président Bazoum peut, entre guillemets, se gargariser d'être l'homme de la France dans la région, remettre en question, par exemple, les compétences de nos forces armées. Parce qu'il a dit, voilà, sur un plateau de télévision, que les groupes armés sont plus aguerris que les forces armées. Exactement. On ne peut pas comprendre qu'un président qui est, suivant la Constitution, le chef suprême des armées, ne parle pas, ne met pas en avant les qualités de ses hommes, mais plutôt parle des compétences ou des aptitudes au combat des groupes armés terroristes. Madame, ce sont des vérités qui dérangent. Ce n'est pas une fierté pour moi de reconnaître aujourd'hui que les terroristes ont pris le dessus, en tout cas à un moment donné, sur nos armées. Ça, ce n'est pas une fierté. C'est un constat. Moi, j'ai suivi son élément, mais il ne l'a pas dit à l'endroit seulement du Burkina ou du Mali, y compris son pays. Mais je vais dire, bon, quand même, le Nigeria, excusez-moi, le Niger, c'est un pays souverain. De la même manière qu'on ne pourrait pas reprocher à notre... En tout cas, nous, citoyens, on peut apprécier ou en tout cas dire notre opinion sur ce que peut-être le président de la transition aurait pris comme décision ou chose, mais je ne permettrai pas à un autre citoyen ou à un autre truc d'apprécier ou de nous dicter ce que le président doit dire. Moi, je ne trouve pas que ce soit insultant. Je pense plutôt que ça devrait nous interroger, nous amener à voir dans quelle mesure d'ailleurs. C'est peut-être la collaboration qui pose problème, mais écoutez, ce n'est pas de son ressort. Si nous collaborons avec les Russes, le Niger n'a pas à nous donner des leçons. De la même manière qu'ils collaborent avec la France ou avec la Turquie, c'est leur bon droit. Mais maintenant, il y a un problème de droit, de légalité, de principe, de morale qui se pose parce qu'on l'a déposé pour... Non. Mais pendant que nous y sommes, la collaboration, peut-être que ce n'est pas ça seulement, mais en tout cas, le Niger était de loin, l'un des États les plus touchés par le terrorisme dans la sous-région, était de loin celui qui s'en sortait le mieux. Ça, au moins, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un soutien, mais ça se constate. Ils font l'objet d'attaques, mais ce sont des incursions. Le Niger n'a pas perdu des territoires ou le contrôle entier des régions comme chose. Au Mali et dans une moindre mesure le Burkina Faso. Donc on ne peut pas lui reprocher. Moi, si j'ai une mission à accomplir, si je dois sécuriser mon pays, on ne peut pas me dire que je dois tenir compte de ces sources. L'essentiel, c'est que je parvienne au résultat. Et le résultat, là, en tout cas, tout le monde est d'accord que Bazoum l'a atteint. Alors, Paul Sanduidi, revenons sur l'option militaire. C'est
l'objet justement de toutes les inquiétudes actuellement. On voit que le Tchad, l'Algérie et le Togo ont décidé de fermer leurs frontières aériennes aux troupes de la CEDEAO. Il y a même la réunion des chefs d'état-major de la communauté qui devait se tenir hier, qui a été annulée pour des raisons techniques selon les sources officielles. Mais on a également vu ces écrits où les autorités traditionnelles et coutumières du Ghana sont opposées justement à cette intervention. On voit que l'option se complique pour la CEDEAO. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait avoir lieu tout de même, malgré tous ces obstacles? Personnellement, j'ai bon espoir que toute cette pression, parce qu'à l'évidence, les putschistes de Niamey n'entendent pas le dialogue. C'est ce qui a été donné de constater jusque-là. Mais je suis certain qu'avec la contribution des uns et des autres, et surtout avec l'option de la force armée, l'intervention armée, ils finiront par entendre raison. Parce que il est clair, vous avez énuméré certainement les divergences ou les dissensions, mais cela est à mettre au crédit de la CEDEAO. C'est eux qui ont créé leur machin. Et jusque-là, il faut quand même le préciser, la CEDEAO est l'une des organisations communautaires, en tout cas sous-régionales, les plus dynamiques, qui a produit des résultats, quoique aujourd'hui on veuille la balancer avec l'eau du bain. En tout cas, les gens sont d'accord que vous prenez l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est ou australe, la CEDEAO n'a pas son pareil, en tout cas en termes de dynamisme, d'initiative et de résultats. Mais, naturellement, s'ils ne peuvent pas, comment on appelle ça, capitaliser ces acquis-là et parler le même langage pour l'amener, en tout cas, à de meilleurs résultats, bon, ça, ce n'est pas un problème. Mais je suis certain que si on veut dégoupiller le cas du Niger, il faut bien que la pression soit maintenue. Et encore une fois, je ne pense pas que même en cas d'intervention, ce soit le peuple nigérien qui serait ciblé. Ce sont les fauteurs de troubles, ceux qui ne reconnaissent pas la légalité, les textes, qui ont mis à sac les institutions de leur pays pour le seul but de s'accaparer du pouvoir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais face, Aziz Ouandaogo, à ce qui pourrait, ce qui se dessine en tout cas comme échec en griffe de l'intervention militaire, avec ces oppositions, ces contradictions qui se multiplient et qui compliquent cette option, est-ce qu'il n'est pas temps de revenir justement et mettre tous les moyens sur la voie diplomatique, peut-être reconstituer une nouvelle délégation composée d'acteurs qui pourraient être acceptés sur le territoire nigérien et tenir des propos allant dans le sens de l'apaisement et afin de donner des chances à la négociation? Tout à fait, c'est ce que je disais déjà en propos introductif. Je pense que la CEDEAO a vite fait de brandir l'option militaire et le sentiment que les opposants, ou disons en tout cas la jeunesse, une bonne partie de cette jeunesse-là qui est surchauffée à plein dans les différents États qui s'opposent aujourd'hui aux actions de la CEDEAO, le sentiment est que la CEDEAO serait téléguidée de l'extérieur, ce ne serait pas vraiment pour l'intérêt du peuple nigérien que la CEDEAO compte intervenir au Niger. Il faut en fait que nos chefs d'État se posent des questions. Je parle des chefs d'État de la CEDEAO. Ce n'est pas la première fois que la CEDEAO tente d'intervenir dans un État pour établir l'ordre constitutionnel. En 2017 déjà, j'ai précisé que la CEDEAO est intervenue en Gambie pour permettre l'installation du président démocratiquement élu, Adama Barrow, face à Yahya Jammeh, qui avait reconnu sa défaite et qui après s'est rétracté. Est-ce qu'il y a eu une telle opposition? Est-ce que vous avez vu, en tout cas, cette dynamique-là dans les différents États pour s'opposer à l'intervention de la CEDEAO? Non, parce qu'en ce moment, cette intervention était en phase avec les aspirations des populations. J'ai parlé de l'intervention au Libéria en 90. Qui ne voulait pas que la guerre civile s'arrête au Libéria? On voit dans le dossier nigérien des enjeux géopolitiques tout énormes. À fait. Exactement. Donc on se demande, à juste raison, est-ce que la CEDEAO ne serait pas téléguidée, comme l'a dit notre président, à Saint-Pétersbourg? Est-ce que les marionnettistes
ne tire pas les ficelles pendant que nos chefs d'État sont en train de danser à une musique à laquelle, ou disons sur laquelle ils ne devraient pas danser. Aujourd'hui, l'intérêt du peuple nigérien doit primer. Et d'après ce que l'on constate, on pourra nous dire que oui, les gens sont manipulés. Nous avons vu des stades qui ont été remplis par les nouvelles autorités. Nous avons vu quand même, on prend quand même la fièvre de ce qui se passe au Niger via les réseaux sociaux. Ça donne quand même quelque chose. On voit que... Ça peut être de la manipulation aussi. Oui, ça peut être de la manipulation, mais quand même, ça peut permettre d'avoir quand même une idée de ce qui s'y passe. On a comme l'impression que... De la popularité des exactement. autorités. Non, je rappelle au bon souvenir du docteur que lorsque le président a été séquestré, le lendemain, il y a eu une manifestation spontanée. Parce que lorsqu'on vous séquestre à la faveur d'un coup d'État, vous convenez avec moi qu'il n'y a pas de temps ou de répit pour aller mobiliser qui que ce soit. Par milliers, les gens ont envahi, je crois, jusqu'à l'Assemblée nationale, nous avons vu les images. Mais, écoutez, par la suite, lorsque les putschistes ont renforcé leur position, lorsque les différents corps de l'armée ont rallié, mais les stades vont se remplir. Ça, il n'y a pas à chercher midi 14h. C'est de la manipulation parce que en Afrique, c'est assez clair. En dehors du coup d'État contre Sankara, où, en tout cas, on a vu des gens qui pleuraient dans la rue, chaque fois qu'on dépose un président, on trouve les moyens de rentrer pour faire sortir les gens, pour se légitimer. Parce qu'ils se rendent compte que leur seul individu ne fait pas le poids. Mais il faudrait que... Le docteur ne l'a pas dit, mais je me permets de le taquiner. Non, vous ne pouvez pas faire cette analyse-là de l'intervention au Libéria, de la Gambie, juxtaposée à celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez, comment on appelle ça, quasiment une situation de la guerre froide qui revient, j'allais même une guerre chaude, avec la polarisation l'Occident-Russie. Mais vous ne pouvez pas, aujourd'hui, lorsque la CEDEAO allait en Gambie, il n'y avait pas ce front Occident-Russie. Bon, plus ou moins, il y avait l'apaisement. Mais depuis que la Russie a déclaré sa guerre à l'Ukraine et que les positions c'est là le problème. Mais pourquoi vous en voulez à la France? On en veut à la France parce qu'on pense que c'est la France qui fait ceci alors que la Russie est disposée à faire cela. Aujourd'hui, le drame c'est un peu ça. Moi je suis d'accord que ce soit la France ou la Russie, ce sont nos intérêts qui comptent. Mais le drame là, lorsque nous nous mettons à brandir des fanions russes sur nos toits, sur des véhicules, pour demander aux autorités d'aller dans ce sens. Mais écoutez, qu'est-ce que les enfants russes vont penser de nous? Moi, j'en ai honte. Parce que de la même manière qu'on n'a plus rien à faire avec les Français, on ne peut pas se passer des Russes. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons devenir leur valet au point de faire leur promotion. C'est ce que la Russie fait. Nous faisons l'affaire de la Russie gratuitement. Je n'avais pas envoyé... Ce n'est pas intéressant. Mais je n'avais pas amené l'échange à ce niveau. Je pense que ce que vous avez même dit, en fait, vient en appui de mon argumentaire. Parce que j'ai bien précisé qu'il n'y a pas eu d'opposition aussi vigoureuse contre les actions de la CEDEAO, les interventions militaires passées de la CEDEAO. Donc, il faut effectivement contextualiser pour comprendre pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes sont vent debout contre cette intervention. Pourquoi beaucoup d'États, au sein même de la CEDEAO, voilà, comme le Burkina, la Guinée, et le Togo, voilà, sont opposés à cette intervention. Pourquoi les notabilités sont opposées à cette intervention? Pourquoi la jeunesse africaine est opposée à cette intervention? Ce sont les bonnes questions à se poser. Il faut contextualiser. La jeunesse africaine, vous avez trop dit, non? Vous n'avez pas le tempo de l'ensemble de la jeunesse. Mais ce qu'il aurait fallu, toutes ces notabilités religieuses, ces personnalités, si ils avaient tenu un langage de fermeté vis-à-vis des jeunes, ou du moins de cette jeune du Niger là, on aurait progressé, malheureusement. Mais lorsque vous vous bornez, finalement, on a l'impression que c'est la jeune qu'on protège. Mais avec ça, on va aller où?
On ne protège pas la Le junte. prochain Je pays, pense c'est que ceux lequel? qui sont opposés à l'intervention, vous verrez en fait parmi les opposants à l'intervention des gens qui sont fondamentalement, foncièrement contre les coups d'État, contre la junte. Je l'ai dit en propos introductif. L'usage de la force armée n'est jamais une chose à prendre à la légère. Les sanctions drastiques que la CEDEAO, dès les premières heures du coup d'État, a adoptées contre, j'ai envie de dire, le peuple du Niger, ces sanctions sont sans précédent. Et ces sanctions ciblent qui? C'est pas la junte qui va en baver, mais c'est le peuple nigérien qui est touché. Et on se demande sérieusement, la CEDEAO, elle agit ainsi parce que elle souhaite protéger le président Bazoum, et cela conforte justement l'idée que certains, ou en tout cas, ont de cette organisation sous-régionale. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Un syndicat de chefs d'État qui se protègent entre eux, ne pensant plus au peuple. Ils n'écoutent plus la voix des populations. La population... Vous m'avez dit de ne plus globaliser la jeunesse, mais je me reconnais dans cette jeunesse qui a envie de changement. Et quand on parle de changement, les gens ne brandissent pas, je pense, les gens ne brandissent pas les fanions, les drapeaux russes, parce qu'ils veulent quitter un impérialisme pour un autre. Non, les gens aujourd'hui ont besoin de concret. Les gens ont besoin, comme l'a dit, en tout cas, nos autorités, de l'aide qui va nous aider à nous départir, à nous en sortir. Alors que cette aide-là, on a comme l'impression que les relations que nous avons entretenues avec nos anciens partenaires jusqu'à présent ne nous ont pas permis de sortir de notre situation de marasme économique, socio-politique. Donc on se demande, est-ce que d'autres partenaires, en montrant en tout cas une volonté ferme affichée de nous aider de façon sincère, est-ce qu'on ne gagnerait pas à essayer justement? Alors, on va évoquer un autre aspect de cette question nigérienne, le soutien du Mali et du Burkina à la junte en place en cas d'intervention militaire de la CEDEAO. Alors, Paul Sanduidi, quelle lecture est-ce que vous faites de ces positions affichées? En tout cas, ces positions affichées me posent problème. Surtout pour le cas du Burkina Faso, en ce sens que, à ce que je sache, nous avons une priorité au Burkina, qui est la reconquête du territoire. Lorsque nous nous engageons frontalement contre la CEDEAO, on a autant de moyens que cela pour faire face aux choses, à la CEDEAO. Ça, c'est trivial. Mais il faut rappeler, comme le docteur l'avait souligné, l'ensemble des textes de la CEDEAO qui gouvernent le processus d'intervention, que ce soit militaire ou civil dans les pays, le Burkina est état partie. Le Burkina est membre, il a signé, il a ratifié. Si vous le prenez, le voilà ici, le président Blaise Compaoré signe en deuxième position dans l'ordre alphabétique, n'est-ce pas, de son pays, après le Bénin. Dans tous les deux que j'ai parcourus avant de venir à l'émission, le Burkina a signé. Lorsque MPSR 1 et 2 sont venus au pouvoir, les premiers mots pour assurer la communauté internationale, c'était que les engagements seraient tenus. Les engagements pris par le Burkina Faso seraient tenus. Vous avez signé un engagement. Vous êtes état partie au niveau de la CEDEAO. Vous êtes libre de ne pas privilégier une intervention militaire. Je suis d'accord. Qu'on soit de la CEDEAO ou pas. Mais lorsque la CEDEAO prend sa décision à la majorité requise et que vous leur déclarez la guerre, vous faites quoi de cet engagement? Vous faites quoi de ce traité que vous avez ratifié? Mais ce n'est pas intéressant. Parce que, à titre individuel, oui, mais engager la responsabilité d'un pays, d'un État, dans cette situation-là me pose problème. Et je pense que ce n'est pas lui qui veut nous dire le contraire. Mais de façon générale, alors qu'est-ce que le Burkina veut à la fin? Notre diplomatie qui guerroie contre presque tout le monde. Dans la sous-région, nous n'avons de meilleurs rapports qu'avec nos collègues dirigés par des juntes. Le Nigeria, c'est une puissance. La Côte d'Ivoire à côté, avec qui nous devrions avoir des relations particulières. Le Bénin et autres, je n'en parle pas. Mais lorsque vous avez une diplomatie
qui va frontalement contre ces géants-là. Quoi qu'on dise, nous n'avons pas le même poids en Afrique, la sous-région ici, que ces pays-là. Il se trouve que nous sommes en difficulté. Nous avons besoin d'eux, même en période de paix. Lorsque vous faites ça, mais l'objet là, la finalité c'est quoi? Même si nous avons les meilleures armes possibles, nous ne pouvons pas combattre le terrorisme en ignorant le fait que nous devons faire le ménage avec nos voisins. L'argumentaire exposé par les autorités est d'aider le peuple nigérien à conquérir sa souveraineté. Non, nous-mêmes, nous n'avons pas encore conquis notre souveraineté. Et pire, nous sommes dans les affres de violents djihadistes. Le Niger est même mieux loti. Moi, je pense que le Burkina devrait plutôt se désoler de ce qui est survenu au Niger, parce qu'au moins, tout le monde est d'accord que la plupart des vagues terroristes qui nous assaillent ici viennent du Mali. Mais la mesure où le Niger quand même gérait bon à mal dans son territoire et maîtrisait, c'est quand même un pare-feu à notre frontière. Maintenant, regardez tout ce temps. Vous pensez que ces gars-là qui se sont préoccupés d'aller braquer la présidence et s'emparer du pouvoir et voir comment faire pour échapper aux sanctions ou bien faire face à la Syrie, vous pensez qu'ils ont encore l'esprit au truc, à la lutte djihadiste ou aux dispositions à prendre pour... Non. Au Mali, c'est ce qu'on a dit. On a renversé près de 2 présidents ou 3 présidents civils au motif que la sécurité avance. Aujourd'hui, on en est où? La moitié du pays est occupé. Non. En fait, ce n'est pas une question de sentiment. Mais la réalité fait que nous devrions quand même, à tout le moins, si on suppose que les transitions sont des parenthèses, des difficultés qui nous ont menés à là, nous devrions faire en sorte à ce que ces transitions-là servent de tremplin pour construire. Mais apparemment, les 3 transitions regroupées veulent redessiner un nouvel ordre en Afrique et dans le monde. Ça pose problème parce que les autres ne laisseront pas faire. Et ça, diplomatiquement, nous aurons des problèmes même après la guerre et même après la transition. Alors, Zizou Ndaogo, votre avis sur cette question, l'implication du Burkina et du Mali aux côtés des putschistes du Niger? Il faut dire que dans l'esprit de nos autorités, avoir un pouvoir en place à Niamey qui autorise une collaboration sincère et franche entre nos forces armées permettrait de lutter efficacement contre le terrorisme. Parce que de ce que nous avons vu, le pouvoir burkinabé et malien n'étaient pas en odeur de sainteté auprès du président Bazoum. Et cela handicapait sérieusement la collaboration entre nos forces armées qui est une impérieuse nécessité si nous voulons lutter efficacement contre le terrorisme. Et nos autorités espèrent justement qu'un régime sortira de cette situation, qui permettra une collaboration afin qu'on puisse lutter ensemble, main dans les mains, contre le terrorisme. Voilà. Maintenant, à écouter M. Sanvidi, c'est comme si nous menons une diplomatie belliqueuse à l'endroit de nos voisins, à l'endroit de la France, à l'endroit... Je pense que vouloir affirmer son indépendance ou vouloir aujourd'hui que les choses se passent autrement n'est pas une façon de rejeter ou disons de dire que nous ne voulons pas collaborer avec nos voisins ou avec la France. Nous n'avons jamais dit que nous ne voulons plus de collaboration avec la France. Non. Par exemple, ce qui s'est passé au Mali, c'est le Mali qui a décidé de partir. Parce que tout simplement, c'est la France qui a décidé de partir, de quitter le Mali. Parce que tout simplement, elle ne supportait pas justement que le gouvernement malien veuille tisser des liens, en tout cas des partenariats avec d'autres groupes, d'autres États comme la Russie. Donc aujourd'hui, je pense que notre diplomatie n'est dirigée contre personne. Nous avons une diplomatie qui veut affirmer en fait nos intérêts. Et si l'affirmation de nos intérêts heurte d'autres personnes, je pense que ces personnes-là devraient accepter que non, nous ne pouvons pas continuer
à subir et à rester dans notre État. Nous avons le droit quand même d'aspirer justement à créer des situations stables pour le développement de nos populations. Et justement, la définition de la diplomatie, c'est ça. Comment on fait pour avoir les meilleures relations possibles avec mon vis-à-vis, sachant que de toute façon, il peut y avoir des frictions. Mais lorsque vous dites que toute déclaration de guerre envers la junte au Niger est une déclaration de guerre faite au Mali, sachant que les tenants de cette dynamique-là, c'est le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, entre autres. Mais vous vous mettez à dos, ce n'est pas... C'est aussi trivial que vous le savez. C'est les relations internationales. Le Burkina, même en paix, ne peut pas se payer le luxe d'aller frontalement contre la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Nigeria. Vous le savez. Mais est-ce que le Burkina était obligé d'aller déclarer la guerre à la CEDEAO? Non. La neutralité était le meilleur moyen. Dans tous les cas, le Burkina ne doit rien à la junte nigériane. Bon, même s'il y a des dessous que nous ignorons, ils ont pris la responsabilité, qu'ils l'assument jusqu'au bout. Maintenant, si dans la défense, dans l'appui que nous comptons apporter au Niger, mais nous saccageons, nous mettons à mal le peu de maigres relations diplomatiques que nous avons avec nos voisins, j'avoue que ça pose problème. Pour la France, c'est consommé, on peut même aller au-delà. Mais nos voisins, si on ajoute ça aux Français, ça va être lourd à porter. Et ça, vous le savez. Alors, on tend pratiquement vers la fin de cette émission. Je reste avec vous. Paul Sanduidi, à la question des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Le Mali en a eu 2, le Burkina 2, la Guinée, maintenant le Niger. Cela en fait trop, n'est-ce pas? Oui. Essentiellement au Burkina Faso, j'ai vu que les gens parlent de coup d'État parce qu'on a des constitutions qui ne sont pas adaptées, c'est importé. C'est une fuite en avant. Si nous voulons faire face à un développement qui repose sur des nations stables, il est clair que les acteurs doivent se regarder en face. Parce que quand vous regardez les 8 coups d'État qui ont été perpétrés au Burkina depuis 1966 jusqu'à maintenant, ça a été l'œuvre des militaires. Ailleurs, ce n'est pas chaud. Autre chose. Au Sénégal, le tout premier coup d'État qui a failli virer au coup d'État du fameux Mamadou Dia, mais quand il a essayé et que l'armée s'est désolidarisée, c'est eux qui se sont retrouvés en prison. C'est ce socle-là qui maintient le Sénégal jusqu'à présent dans une ère de stabilité. Je veux dire, on a beau écrire des constitutions en acier ou en aluminium, ça ne tiendra pas la route tant qu'on ne mettra pas l'armée à sa place. Sa place, j'allais dire, constitutionnelle, acceptée, c'est dans les casernes, c'est la défense du territoire et des citoyens. Maintenant, pour un oui ou un non, c'est des responsabilités qu'ils prennent. Mais attendez, vous croyez que les médecins n'ont pas de responsabilité? Moi qui suis, je ne sais pas moi, du corps de la santé ou des ingénieurs des eaux et forêts, nous avons aussi des responsabilités. Après, nous sommes des fils du Burkina. Je vais dire, si nous voulons en finir avec des coups d'État, les réformes dont il est question, constitutionnellement, il faudrait déjà qu'on acte que les coups d'État sont des crimes imprescriptibles. À charge pour ceux qui vont venir, puisque de toute façon, même si vous faites 100 ans au pouvoir, vous allez finir par partir. À charge pour ceux qui vont venir là, de poursuivre et d'enfermer tous ceux qui vont, comment on appelle ça, perpétrer d'autres coups d'État. Moi, je le dis, pas parce que j'ai une certaine rancœur contre la transition actuellement, mais je le dis parce que je suis contre également tout coup d'État qui surviendrait contre cette transition-là. Et c'est maintenant, si nous voulons, pour le cas de Burkina, il faut que dans notre constitution-là, nous soyons suffisamment clairs. Vous faites votre coup d'État, il n'y a pas à aller se reposer pour dire qu'on attend les pensions de retraite liées au chef d'État. Celui qui va venir là, a l'obligation constitutionnelle de vous poursuivre et de vous mettre en tôle, parce que c'est la vie de toute une nation que vous... Regardez, 63 ans d'indépendance, vous avez 51,1 années de gestion par les militaires. Mais aujourd'hui, lorsqu'on présente la situation, c'est la classe politique qui a failli, c'est faux. Si vous prenez dedans, on n'a pas 15 ans d'exercice sur les 63 ans. Et il y a même une tendance qui veut faire croire, même avec l'appui des intellectuels, que non, l'ordre qui consiste, la démocratie actuelle n'est pas applicable. C'est faux. Nous avons une démocratie. On se plaît dans la déstabilisation.
Et après, on se plaint du manque de résultats. Il n'y a aucune démocratie au monde. Les meilleurs que vous voyez, il y a des imperfections. On travaille à les améliorer, les gens répondent, on aménage, on ajuste. Mais si vous voulez qu'à chaque difficulté ou présumée difficulté, il faut faire terrasser toutes les institutions, reprendre à zéro pour que les militaires prennent leurs responsabilités, nous n'en serons jamais plus loin que là où nous sommes. Alors Aziz Ouandaogo, comment mettre fin à ce cycle infernal des coups d'État en Afrique de l'Ouest? C'est vrai que le juriste que je suis ne peut pas souscrire au coup d'État. Nous ne pouvons pas accepter le règne de la Kalachnikov sur le droit. Voilà, ça c'est une vérité et on devrait justement travailler à asseoir des institutions solides, des institutions durables, des institutions, j'ai envie de dire, qui sont façonnées à l'image de nos peuples. Voilà. Donc pour cela, la démocratie, elle vient de la lointaine Grèce. Les Européens l'ont, disons, agrémentée à leur sauce. Il appartient à nous, États africains également, de refonder justement cette démocratie-là, suivant nos identités, nos cultures et nos réalités. Ça peut se faire. Nous avons des intellectuels, nous avons des notabilités. Je pense qu'on peut s'asseoir et essayer de trouver le bon régime, les bons textes, la bonne constitution qui permettra justement d'asseoir un pouvoir dans lequel tout le monde se reconnaît, dans lequel tout le monde respecte. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, cela dit, il faut dire que je suis de ceux-là qui ne fétichisent pas en fait les élections. Voilà. Les élections, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. À chaque coup d'État, on entend les partenaires extérieurs qui s'empressent de pousser à l'organisation d'élections. On a vu justement que les compétitions électorales dans nos États sont malheureusement biaisées. Elles ne permettent pas justement de faire ressortir des hommes qui sont à même d'impulser le changement et le développement. Malheureusement, dans nos États, ce sont les hommes qui sont les plus, en guillemets, nantis, ou à celui qui corrompra le plus, qui remporte les joutes électorales. Est-ce que vous pensez que réellement de telles personnes peuvent impulser le développement que nous attendons tous et que nous appelons tous de nos voeux? Donc pour cette raison, je pense que la situation actuelle de transition est une période où on peut refonder les choses, repartir sur de nouvelles bases, écrire justement comme dans le marbre, en tout cas des institutions, façonner des institutions que nous allons tous respecter et dans lesquelles nous allons tous nous reconnaître. Et en cela, je pense qu'on peut poser les bases d'une nation, en tout cas démocratique, prospère et qui a pris son envol vers le développement. Alors je vous dis merci. Je sais que vous voulez ajouter quelque chose. Ce sera au cours d'une autre occasion pour revenir sur la démocratie et mettre fin au coup d'État en Afrique de l'Ouest. Merci à vous, ambassadeur Paul Sanduidi. Je vous dis également merci, Aziz Ouandaogo. Nous sommes au terme du débat, 100% info.